Après, super. Ah, et Caroline, tu viens de te connecter. Caroline, de Brest Métropole, je crois que tu es dans l'enquête de Jean-Marie. Trop intéressant. Donc, merci à toutes et tous d'être là. Donc, nous sommes Ouais, je viens ensemble 22. pour Et une bientôt. heure. Non, non, non. Et Je vais, après, on va construire. pour parler d'animation de territoire. Donc, pour une heure, nous avons 30 minutes avec Jean-Marie Savino, qui est installé en Belgique, à Bruxelles, qui va nous parler de l'enquête réalisée sur les réseaux de guides composteurs. Et ensuite, Hugues du Pays des Abers, qui va nous parler plus spécifiquement de communication, puisqu'ils ont fait un audit, ils ont fait appel à des spécialistes en communication. Et puis, Manon Moreau de Trivalis, tu vas nous parler de l'enquête que tu as réalisée avec ton collègue pour bien connaître le territoire. Euh, donc, moi, je propose à Jean-Marie de commencer tout de suite. Alors, je vais arrêter mon partage et je te laisse la main. Est-ce que tu es Ah, d'accord? oui. Ok. Oui, du coup, je vais essayer de tenir la demi-heure. Mhm. Euh, donc, je suis là pour vous parler de l'étude qu'on a faite cette année en 2025 sur les réseaux de guides composteurs en France et en Belgique. C'est un thème que je connais assez bien parce que depuis 97, j'ai été, j'étais le premier à accompagner des guides composteurs en Belgique. euh, à petite échelle dans une municipalité. Ensuite, ça s'est agrandi et j'ai animé beaucoup de groupes en Belgique et ensuite j'ai fait quelques interventions en France. Je vous en parlerai quoi. Donc c'est un sujet qui me plaît énormément parce que ça fait sens dans le travail qu'on mène en Belgique. Alors qui je suis? Je suis formateur dans deux organisations, Environnement éco-circulaire étant une association. On travaille beaucoup sur l'économie circulaire au sens général. On travaille avec plein d'acteurs différents, dont les collectivités, les entreprises, les citoyens et les assos. On travaille sur plusieurs thématiques, dont la gestion de proximité. Je suis administrateur et formateur aussi pour le comité Jean Pin, qui est un organisme de formation charté JProx et qui, voilà, depuis plus de quasi 50 ans maintenant, forme des guides et des maîtres composteurs. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la prévention des déchets pendant plus de 25 ans pour des collectivités en tant qu'association. Donc, j'étais sous-traitant, entre guillemets. Euh, le compostage et le développement de guides composteurs a toujours fait sens dans les logiques territoriales parce que ça peut amener du résultat en termes de moins de déchets, qu'on soit dans des PLP, DMA ou qu'on soit dans d'autres politiques territoriales. Donc, ce qui m'a toujours animé, c'est la réduction des déchets au travers notamment du compostage et des guides composteurs, quoi. J'ai animé, en tout cas j'ai formé et puis j'ai accompagné pas mal de réseaux en Belgique. Donc je vous expliquais en 97. Et puis j'ai fait quelques incursions, notamment j'ai bossé à un moment donné en collaboration avec Caroline sur BMO. Et puis pour l'ADEME Grand Est où on a aussi formé pas mal de réseaux de guides composteurs. Chaque fois attelé à une Comcom ou une agglo, quoi. J'étais le premier, je pense, en France à proposer une formation sur comment accompagner des guides composteurs bénévoles. Et donc, du coup, sur base de tout ça, ben, on a voulu faire une étude un peu pour démystifier beaucoup de choses. Moi, j'entendais beaucoup quand je venais former en France beaucoup d'a priori sur guide composteur bénévole, ça sert à rien, c'est has-been, pourquoi faire encore ça? Voilà, de toute façon. On entendait beaucoup de négativisme. Je voulais vous dire que l'histoire du guide composteur, ça existe depuis très longtemps, que ça venait du Canada, que c'est venu en Belgique et c'est reparti en France au travers de projets transfrontaliers en 2002 que je menais moi sur la prévention des déchets.
L'idée du guide composteur, c'est quand même, pour nous, c'est quand même un accélérateur du résultat au niveau territorial, complémentaire à ce que font les collectivités, et pas antagoniste. C'est pour nous un ambassadeur de proximité qui parle à des gens qui connaissent ou des gens qui connaissent pas autour de lui, sur sa commune ou sur d'autres municipalités, qui a un réseau autour d'eux et qui a envie de partager, j'ai envie de dire, toutes les thématiques de la gestion de proximité et pas uniquement il faut composter à la maison, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc il y a d'autres sujets. Pour nous, ce sont des ambassadeurs de toutes les pratiques et aussi de ce que font les collectivités, quoi. Donc pour nous, c'est vraiment intéressant, quoi. Alors l'objectif de l'étude, elle était d'identifier un peu les motivations et l'engagement des guides composteurs qui ont répondu, savoir pourquoi ils ont suivi ces formations, qu'est-ce qui les intéresse encore aujourd'hui, voir quel était leur niveau d'engagement encore aujourd'hui, euh, voir les blocages ou les freins qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'activité, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, qu'est-ce qui les intéresse, comment on peut les aider à faire mieux, entre guillemets. Et puis, on a posé une série de questions aussi à des accompagnateurs de réseaux de guides composteurs bénévoles. On les a appelés les modérateurs ou les accompagnateurs de réseau en France et en Belgique, euh, pour voir un peu quel est leur son de cloche à eux aussi. Et donc, on a confronté un peu les deux approches, une étude sur les bénévoles d'un côté et une étude sur les accompagnateurs qui sont pour la plupart des acteurs qui sont des collectivités ou d'associations, quoi. Notre envie de cette étude, c'était vraiment de soit dynamiser la mise en place de réseaux de guides composteurs aujourd'hui, soit de redynamiser et dans le cadre d'une complémentarité des actions mises en place par les acteurs publics en matière de prévention et de gestion de proximité. Vous allez voir que dans les attentes des guides composteurs, ça viendra, mais je peux le dire maintenant, ce qu'ils attendent aussi, c'est que leur rôle soit pas juste on va faire des stands pour la collectivité, on va aller dans les écoles, hein, ça va être aussi que ils cherchent aussi une relation particulière avec les collectivités pour se sentir utile et sentir comprendre que leur action peut être complémentaire à celles qui sont menées par les territoires en termes de résultats sur les déchets. Alors, les constats qu'on avait faits avant de commencer cette étude, c'était quand même, je voudrais vous les citer pour avoir une vue commune. En tout cas, en France et en Belgique, et j'ai envie de dire, euh, c'est un constat que moi j'ai vu, c'est que aujourd'hui, les formations en termes de gestion de proximité, il existe des financements en France, notamment pour former des guides et des maîtres composteurs pro, on va dire. Donc, on va dire qu'il y a plus de financement pour ça, mais pour former des guides composteurs bénévoles, là, c'est une volonté de la collectivité. Il n'y a pas de financement tel quel qui peut soutenir ou financer. Ça veut dire que l'importance que les collectivités peuvent avoir sur ces sujets-là va engendrer ou pas l'envie de mettre en place et d'accompagner des réseaux de guides composteurs bénévoles. Ça, c'est un constat. La professionnalisation de la filière JProx, depuis, on va dire, plus de 5, 6, 10 ans aujourd'hui en France, mais c'est magnifique parce qu'on a des professionnels guides et maîtres composteurs salariés dans les assos, dans les mairies, dans les Comcom, sur toutes sortes d'endroits, on va dire, d'acteurs publics. Euh, on a entendu lors de l'étude, et moi je l'entendais aussi lors de certaines des formations que j'ai faites de maîtres composteurs en France, qu'il y avait, et ça j'ai eu dur à comprendre ça, mais c'était un constat qu'il y avait une tension entre les pros, guides et maîtres composteurs, et les bénévoles. Certes, moi j'ai entendu sur le terrain, et notamment ça a été confirmé dans le cadre de l'étude, que certains guides ou maîtres composteurs disaient aux bénévoles, pop, 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 ça c'est à nous à faire et pas vous, quoi. Du coup, on se disait, mais c'est hallucinant, quoi. L'idée, c'était d'avoir une complémentarité et ça se joue pas. Du coup, je pense il y a une mauvaise perception de ce que des bénévoles peuvent faire et de ce que on peut et de comment jouer la complémentarité. L'obligation du tri des biodéchets,
ces dernières années, a focalisé beaucoup de projets, notamment en France, sur finalement offrir des possibilités de composter, notamment par le compostage partagé. Donc, on a beaucoup focalisé à mettre en place des sites de compostage partagé avec d'autres types de bénévoles qui sont les référents de sites, qui ont une position différente, on va dire, que les guides composteurs. Et donc, du coup, on a plutôt amplifié l'accompagnement et la mise en place de sites de compostage partagé. Ça concourt aussi à une certaine tension territoriale d'action, on va dire. Donc, il y a plus de projets de gestion de référents de sites. Vision Has-Been, je vous en parlais, sur quoi ça sert aujourd'hui en 2025, des bénévoles, guides composteurs. Il y a des pros, donc voilà. Est-ce que c'est pas finalement redondant? Certains schémas d'aubaine en termes d'actions subsidiées ou d'actions finançables ou financées, soit par l'ADEME ou soit par certains territoires, on peut pas dire que des actions de guide composteur sont complètement finançables encore aujourd'hui par éventuellement par l'ADEME ou d'autres acteurs publics. Ça rend pas l'envie de mettre en place des guides composteurs sur le territoire. Et ça sous-tend aussi qu'il faut absolument se faire financer pour mettre en place ce type d'action. Euh, et ça, c'est aussi j'ai envie de dire, on se mord la queue parce que si on doit se faire financer pour avoir des guides composteurs, pour avoir un résultat sur le territoire, c'est un peu dommage de ne pas voir toutes les actions d'un territoire, dont celle-là, comme une opportunité d'avoir des bénéfices des biodéchets en moins, quoi. Donc, comme un investissement sur résultat. Et dernière chose sur les constats que nous, on a vus, c'est qu'on avait très peu d'études sur l'efficacité de réseaux de guides composteurs. On en a trouvé qu'une qui datait de 2006 et qui venait de Bruxelles pour savoir un peu, donc sur des questionnements, sur l'efficacité, sur le temps que mettaient ces bénévoles, est-ce que ça servait à quelque chose? Et donc, du coup, c'est quand même un sujet qui passait beaucoup à la trappe selon nous. Alors, l'étude qu'on a faite, ça s'est passé entre janvier 2025 et mars 2025. On a préparé ça pendant plusieurs mois en 2024. Euh, on a sollicité les acteurs qu'on connaissait en Belgique et en France. Donc on n'a pas questionné tous les guides composteurs bénévoles parce que c'est compliqué de savoir qui est bénévole, notamment par le RCC, parce que sur le RCC national, on a des guides composteurs. On fait pas la différence entre guides composteurs bénévoles et guides composteurs, on va dire, de collectivité. Et donc, du coup, on a plutôt envoyé ces questionnaires à des accompagnateurs de réseaux de guides composteurs qu'on connaissait en France et idem en Belgique. Et le résultat, c'est qu'on a 134 guides composteurs bénévoles qui ont répondu en France et en Belgique et 26 modérateurs accompagnateurs de réseaux de guides composteurs bénévoles qui ont répondu. La première étude en 2006, il y avait eu moins de 100 personnes qui avaient répondu. Voilà. Alors en termes de répartition France-Belgique, c'est 50-50 la balle au centre. On a autant de Français que de guides composteurs belges qui ont répondu. Et on a donc fait une analyse qualitative et quantitative. Donc je vais vous présenter la plupart des résultats. C'est quand même une grosse étude, donc il ne faudra pas m'en vouloir de pas tout dire en si peu de temps. Alors, voilà un peu la répartition. Ce qui est en bleu, c'est les guides composteurs en France qui ont répondu. Ce qui est en rouge, c'est les accompagnateurs. Bon, on voit, c'est hétérogène, hein, donc c'est un peu partout, pas partout, mais un peu partout. On a voulu rendre les résultats anonymes. C'est ce qui était prévu c'est ce qu'on a promis évidemment aux répondants. Et en Belgique, on a une répartition qui est la suivante, avec des accompagnateurs en rouge et des guides composteurs bénévoles en bleu. Alors, quels sont les profils des guides composteurs qui ont répondu? 67% ont plus de 41 ans et 23 entre 30 et 40. Parité homme-femme pour les répondants. Euh,
56% sont actifs et 28% retraités. Il y a aussi des sans-emploi, etc. Ça, ça c'est vraiment intéressant parce que dans la plupart des collectivités que j'ai rencontrées, on m'a toujours dit, oui, mais ça, c'est les bénévoles, c'est que des retraités, quoi. Ici, sur voilà, l'échantillon qu'on répondu, on a quand même quasi 60% d'actifs. Ce qui est vachement intéressant aussi, parce que ce qu'on vise, c'est aussi des personnes, des guides composteurs qui sont salariés et qui peuvent aussi en parler au travers de leur activité professionnelle au sein de leur entreprise pour toucher les ménages sur leur lieu de travail. Les retraités, ça c'est connu. Ce qui est important aussi, et que nous, on met en avant, et on a un chiffre, on met en avant dans nos formations, sur la formation MC4, c'est que pour trouver des bénévoles, c'est intéressant d'aller solliciter les associations environnementales ou toutes les associations sur un territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude. Quelqu'un qui est bénévole d'une asso, on sait que plusieurs bénévoles peuvent être bénévoles de plusieurs assos. Alors ici, 69% des guides composteurs bénévoles qui ont répondu sont en même temps bénévoles dans le domaine environnemental, sportif, citoyen. Et c'est qu'un échantillon, il y a d'autres types d'assos culturels et autres. Ce qui est intéressant parce que du coup, on peut toucher aussi d'autres zones, je veux dire, on peut influencer d'autres publics que simplement le public environnemental. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Alors, les motivations, il y a plusieurs motivations de pourquoi les guides composteurs sont devenus guides composteurs. Il y en a un qui est clair, enfin deux, c'est agir localement, c'est-à-dire que ce qu'ils recherchent, c'est vraiment des actions de terrain, quoi. Faire quelque chose d'utile et vraiment voilà, d'intéressant, quoi. Et aussi acquérir des compétences. Ça paraît bête, mais c'est et donc vous allez voir aussi que dans l'échantillon, ce sont des guides composteurs qui sont actifs depuis longtemps. Donc c'est pas parce qu'ils sont formés guides composteurs que c'est au revoir, merci, ils ont terminé, ils ont les compétences. Ce qu'ils recherchent au travers de leur bénévolat, c'est acquérir de nouvelles compétences. Et plus on leur donne des nouvelles compétences ou des compétences supplémentaires, progressives, d'année en année, plus ils ont une envie d'apprendre et de rester actifs dans le réseau de guides composteurs. Plus on les sollicite pour agir, plus on leur demande de réfléchir de comment agir, ce qui est différent de leur dire, voilà les actions sur lesquelles vous allez agir, hein. Donc nous, collectivités ou professionnels, on va vous donner des actions comme à des enfants. C'est pas la même logique ici, c'est ils aimeraient agir et aussi qu'on leur donne la possibilité de réfléchir à développer des nouvelles actions complémentaires à celles de la collectivité. Ces deux sujets-là, c'est vraiment des sujets qui sont un peu l'essence même de la motivation des bénévoles. Et tout à l'heure, je faisais le lien avec ce qui se passe en termes de décomposition dans un composteur. Ce qu'on recherche dans un composteur, c'est de donner les meilleures conditions aux partenaires micro-organismes qui s'y trouvent pour qu'ils fassent leur job de décomposer. Donc, on va leur donner de l'eau, de l'air et de la matière un peu fragmentée pour être sûr qu'ils ont les meilleures conditions. Ben, les bénévoles, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on comprenne leur motivation pour qu'on puisse leur donner des éléments qui leur permettent d'agir et d'agir encore plus et plus longtemps. Alors, en termes de formation, Super. oui, Pardon, je me permets d'intervenir. Je vais un peu mettre du temps. Donc, il est oui. 10h21, le temps passe extrêmement vite. Alors, j'aurais, Merci, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et ouais, il y a une mini question dans le chat. On est oui, d'accord que les accompagnateurs sont des professionnels, les points oui, rouges sur tes cartes. oui, oui, ce sont des professionnels, hein, je vais peut-être aller plus rapidement parce que effectivement, ça passe vite et je pense pas le temps de tout dire. Euh, Sur la formation, je vais passer, je suis désolé. De toute Euh, façon, on va partager ton document. oui, oui, bien sûr. Je vais peut-être sortir rapidement les choses les plus importantes. Ce qui me semble important ici, c'est que en termes d'engagement de ces bénévoles, il y a encore 90% qui sont encore actifs et 60% encore impliqués. Euh,
malgré le fait que pour la majorité des répondants, ils sont déjà actifs depuis entre 1 et 5 ans déjà. Certains sont actifs depuis 30 ans. Euh, voilà pour le type d'engagement. Ça veut dire que quand on trouve la bonne formule, ils peuvent être très longtemps actifs. Je- Ils donnent pas mal d'heures de boulot enfin en tout cas de temps, en minimum 5 heures par mois. Euh, et ils sont, pour la plupart de ceux qui ont répondu, ils sont très enthousiastes pour continuer et se sentir en lien dans un réseau local pour autant qu'il y en ait un ou un réseau local de réseau de guides composteurs. Ce qu'ils attendent, c'est des compétences, des actions qui ont du sens et un lien particulier avec les projets territoriaux de prévention des déchets. Alors, je sais pas comment résumer le reste du coup parce que je regarde ce qui me reste. Il me reste 8 minutes. Synthèse. Qu'est-ce que je peux vous dire qui sorte un peu du lot? Euh, je pense que j'ai dit l'importance de les faire participer à la gouvernance du réseau, notamment sur la définition des actions. Euh, Ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est l'importance pour moi, au travers de cette étude, que si on choisit bien les guides composteurs, s'il y a une volonté d'avoir une action territoriale avec des guides composteurs, il faut vraiment mieux les sélectionner, réfléchir au profil socio-professionnel ou socio-démographique des guides composteurs pour essayer d'avoir justement une diversité voilà, des personnes. Parce que ce qu'on recherche derrière ces bénévoles, c'est aussi leur connaissance territoriale, leur réseautage, finalement, quoi. Alors, euh, qui fonctionne bien d'après cette étude, c'est quand même que les guides composteurs, ce modèle de guide composteur repose sur des compétences techniques au début et pendant, avec un capital relationnel entre les bénévoles et la collectivité. Ça veut dire que c'est faux d'imaginer qu'un réseau de guides composteurs, on les forme et au revoir, merci. On va les former et les accompagner un peu plus la première année et un peu moins la deuxième année et moins les années suivantes, mais il y aura un suivi qui est utile pour eux et qui est nécessaire. Dans l'étude, vous verrez les recommandations en 6 axes. Je ne vais pas aller plus loin là pour ne pas prendre trop de temps. On pense qu'il y a moyen de renforcer les compétences et les guides composteurs, leur engagement, de renforcer aussi le maillage au niveau du recrutement au niveau territorial. 30 ans après leur création, on voit encore au travers de cette étude qu'ils contribuent encore pas mal à la gestion de proximité des biodéchets sur un territoire. Et je parle bien de toutes les actions qui vont dans le sens de la promotion du compostage à domicile et pas uniquement du compostage partagé. Euh, Ce qu'il faut muscler, me semble-t-il, c'est beaucoup plus ce qu'il y a moyen de faire à domicile que le compostage partagé, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, enfin beaucoup de ménages qui ont encore des jardins et la possibilité de faire ça chez eux, quoi. Sur les modérateurs, je regarde l'heure, il me reste 5 minutes. Euh, Sur les modérateurs, les professionnels dont on a eu des réponses, ben, on a à peu près 70%, ce sont des femmes âgées entre 45 et 50. Les postes qui ont répondu, c'est plutôt des maîtres composteurs salariés, des chargés de mission déchets. On a des coordinateurs de réseau guide composteurs aussi, et ils sont issus de structures d'intercommunalité à 60%. Euh, et aussi, on a des assos qui, pour des collectivités, accompagnent des guides composteurs bénévoles sur le territoire. J'ai envie de dire, voilà un peu les profils de ceux qui ont répondu au niveau des accompagnateurs. La majorité des répondants occupent pour la première fois le rôle d'accompagnateur de réseau de guides composteurs bénévoles. Euh, Selon ce qu'on a récolté comme info sur 26 personnes, hein, euh, ils exercent cette fonction depuis 4 ans à minima. L'accompagnement, selon eux, dure en minimum 1 voire 2 ans
C'est vraiment voilà, l'idéal au début. Euh, voilà. Et les réseaux qu'on a consultés, les gens qui ont répondu, ce sont des accompagnateurs de réseaux qui couvrent les périodes 2010-2015, 2020-2025, 97-2000 et 2015-2020. On va dire que c'est vraiment ceux qui ont répondu sont dans ces dates, on va dire ces périodes-là. Ce qu'ils remarquent, c'est un manque d'autonomie de certains réseaux, il y a selon certains, il y a l'absence d'un cadre d'intervention de leur collectivité pour accompagner correctement les guides composteurs. Euh, Ces répondants accompagnateurs ont accompagné entre deux, trois groupes, voire 10 groupes de guides composteurs. Ça veut dire qu'ils ont quand même une compétence sur le sujet. Euh, Ils indiquent que l'accompagnement débute dès la fin des formations des guides composteurs. Euh, Ils ont tous ont répondu sur une perception très positive du réseau des guides composteurs par rapport aux activités de la collectivité. C'est un plus. C'est plutôt perçu comme efficace et pertinent pour eux. Euh, voilà. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Ce qu'ils mettent en évidence, c'est qu'il faut les accompagner pour les encourager les guides à participer encore plus et donner voilà, plus d'activités pour autant qu'ils ont voilà, ils décident aussi de leur type d'action. Selon les accompagnateurs, la motivation reste relativement stable au fil des années, des années. Euh, tuc, ouais, ça je l'ai déjà dit. Ici, en termes de temps de travail, le temps de travail ceux qui ont répondu est entre euh, alors, c'est pas un douzième oui, c'est un douzième de TP à un tiers, voire un ETP, ça dépend des collectivités. Donc, on donne soit un peu de temps, voire un temps minime, voire un temps relativement important. Ça dépend du nombre, hein. Plus on a de réseaux de guides composteurs sur un grand territoire, plus il faudra adapter. Euh, voilà. Euh, J'essaye d'être le plus concis. Euh, L'accompagnement est un facteur clé. Euh, le type d'accompagnement qui est le plus désiré, c'est un accompagnement qui rend autonome les guides composteurs dans le temps. Ça, c'est vraiment important, du coup, d'avoir ça en tout cas en tête. Il y a un besoin, semble-t-il, de formation des modérateurs et des accompagnateurs pour encore mieux accompagner ces réseaux de guides composteurs. Il n'y a pas une école vraiment pour savoir le faire. Donc, l'idée de échanger entre modérateurs, accompagnateurs et de mieux se former sur ces sujets-là, comment accompagner voilà, des guides composteurs bénévoles, c'est vraiment quelque chose qui est à apprendre et à améliorer. Euh, Ce que, voilà, dans les dernières choses que je voulais vous dire, ce qu'ils mettent en évidence, les accompagnateurs, c'est le besoin des guides composteurs d'avoir une reconnaissance institutionnelle plus importante vers les guides composteurs, euh, un financement plutôt constant et pas instable en fonction des années. Encore faut-il que la collectivité sente qu'il y a un objectif de réussite derrière et qu'on a des tonnages en moins. Donc du coup, les financements, c'est vraiment aussi une clé, mais pas que. Euh, voilà, je pense que je vais terminer là pour ne pas trop prendre de temps. Euh, une des choses que je voulais vous dire en fin de cette présentation, c'est sûrement de lire l'étude dans le détail. Ça, c'est clair. Que si vous avez des réseaux de guides composteurs, si vous voulez en mettre en place, vaut mieux bien réfléchir à comment les mettre en place, à mieux se former sur ces sujets-là, de plutôt utiliser ou de prendre en compte ces réseaux dans une dimension de résultat quantitatif et pas de sensibilisation. Les guides composteurs peuvent faire
peuvent vraiment être des ambassadeurs de proximité pour autant qu'on leur donne la chance ou l'accompagnement pour arriver à ça. Le bouche-oreille positif avec eux, c'est quelque chose qui est visé au travers de ces réseaux. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps que ça pour ne pas prendre du temps pour les collègues qui vont parler derrière moi. Voilà, Ouais, c'est c'était... super, merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Alors, j'ai essayé de répondre à certaines questions dans le chat. Moi, j'en ai une, donc Oui, je vais prendre du temps, désolée. Bon, je vais mettre du temps et en même temps, moi, je me pose la question du rôle des référents de site dans cet écosystème. Comment est-ce que toi, tu oui. vois les choses? Et les référents de sites, c'est complémentaire au réseau. On ne travaille pas sur la même chose. Il y a des référents de sites qui aimeraient devenir peut-être guide composteur, donc on pourrait leur offrir à un moment donné une formation complémentaire qui donne envie à ces référents de sites de continuer leur bénévolat, entre guillemets. Ça peut être vraiment complémentaire et parallèle ou commun sur un territoire. Euh, pour moi, je vois ça comme une complémentaire. Je veux dire, si on est maître composteur ou guide composteur pour une collectivité, on ne sait pas tout faire partout, tout le temps. Et donc, du coup, si on a des équipes sur le terrain, j'ai envie de dire que ici, on déploie, euh, grâce aux bénévoles référents de site et les référents guides composteurs, sur des sujets complémentaires, un patchwork d'actions qui sont complémentaires pour autant qu'on se mette dans le pipe, entre guillemets, et dans la stratégie territoriale, des axes d'accompagnement, quoi. Ça doit pas prendre, je veux dire, c'est pas une action, l'action, c'est pas accompagner des guides composteurs. L'action, c'est diminuer les biodéchets territoriaux au niveau des ménages. Et pour ça, le moyen, c'est notamment le réseau des de guides composteurs bénévoles. Ça prend pas la place du rôle des guides composteurs salariés ou maîtres composteurs. Ça ajuste et ça va plus loin. Voilà. Donc pour moi, c'est complémentaire. C'est très clair. Merci beaucoup. De rien. C'est très, très intéressant. C'est vrai qu'on pourrait t'écouter des heures. Merci pour cette présentation. Pas de souci. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des questions encore dans le chat. Je vais maintenant laisser la parole à Hugues. Tous ces sujets sont très complémentaires. J'utilise le même mot que toi. Donc, je vais essayer de partager le diaporama de Hugues qui va nous parler de communication. Alors, c'est parti. Partager. Bim, bim. Donc bonjour à tous. Ouais, donc moi je vais vous parler un peu d'une étude qu'on a réalisée sur la communauté de communes du Pays des Abers hein, pour essayer de renforcer la visibilité de nos actions autour des actions bio, enfin tout ce qui était autour des actions de biodéchets. Bon, juste pour recontextualiser, bah, c'est vrai que je pense comme beaucoup de collectivités, avec l'entrée en application hein, de la loi. En janvier 2024, on a vraiment constaté qu'il y avait une très très forte dynamique autour du compostage, autour de la thématique des biodéchets, avec un gros taux de participation, des très fortes demandes des habitants. Euh, et au fil de l'année, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse qui était très 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 importante sur les derniers mois. Et cette baisse continue à continuer de voir s'est accentuée en 2025, hein, avec des difficultés vraiment de mobiliser les habitants et aussi de continuer à faire en sorte que les habitants fassent l'acquisition d'un composteur et compostent à la maison. Donc nous, on a eu une baisse de quasi 80% là pour l'instant au niveau des chiffres, donc ce qui est quand même beaucoup. Pareil, on a du mal à mobiliser, on a des difficultés souvent à remplir tout ce qui est atelier, animation. Du coup, c'est ça qui nous a aussi poussé à revoir aussi toute notre stratégie autour de la communication. C'est vrai qu'en termes de les collectivités, enfin, on n'est pas, moi je trouve qu'on n'est pas toujours très très bon en communication, on n'est pas les meilleurs. Il y a beaucoup de choses qui se font. La communication maintenant est très très importante. Du coup, voilà, on a lancé une petite étude. On était sur un calendrier qui était assez resserré. L'idée était de réaliser une étude. Cette étude a duré 2 mois quoi à peine.
On a lancé ça en juin pour avoir des résultats là en septembre, quoi, enfin 2, 3 mois, quoi, septembre-octobre, pour pouvoir déployer cette stratégie sur la fin d'année 2025 et puis sur l'année 2026. Donc globalement, l'idée de ce qui a été mis en œuvre, c'était vraiment de réaliser une synthèse hein, sur tout ce qu'on fait un peu au niveau de la communication, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, de la presse, de nos prints, voilà, au niveau des ateliers, voilà, essayer d'avoir une vision globale de tout ce qui a été mis en place hein, depuis 2 ans, d'identifier aussi dans les communications qu'on réalise qu'est-ce qui a été vraiment le plus performant. Et ce qui a été le plus engageant aussi sur nos actions de communication biodéchets. Donc voilà, essayer de voir est-ce que c'est plus les sites web, est-ce que c'est plus Facebook, est-ce que c'est plus le print. Voilà, essayer de voir un peu ce qui engageait le plus. Essayer de déterminer quels étaient les freins et les leviers qu'on pouvait aussi mettre en place pour engager plus de public avec ce qui se fait aussi de plus en plus sur le numérique, par exemple, ou sur les médias, peut-être qui peuvent être presse, etc. Et aussi, voilà, l'idée étant au terme de cette étude, c'est qu'on avait, voilà, on a demandé une petite proposition un peu concrète sur des actions qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir déployer aussi en fonction de nos moyens. Pour améliorer aussi la visibilité des actions, pour voilà, essayer de mobiliser des nouvelles personnes et essayer de toucher un public aussi peut-être plus large que ce qu'on a pu faire précédemment. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. C'est Voilà. une agence de com qui vous a fait ça? C'est une... Ouais, donc on a travaillé avec une agence de communication là-dessus pour vraiment voilà, qui a vraiment un regard extérieur et puis voilà des professionnels aussi de voilà qui savent aussi faire qui ont travaillé aussi avec des structures privées, des structures publiques, voilà, qui ont un large panel d'expérience, donc ce qui permet aussi d'avoir une vision globale des choses. Donc au niveau des actions qui a été menée par cette agence de com, hein, pour vous balayer ça rapidement, donc on a fait une analyse des contenus Facebook. Donc en gros, c'était une extraction pour faire des stats hein, sur les 24 derniers mois. L'idée étant de voir quels sont les engagements, les portées, les interactions, est-ce qu'il y a des clics, des likes, des partages, des commentaires, etc., etc. Pour voir voilà si c'est engageant ou pas. Il y a aussi une analyse qui a été faite parce que c'est vrai que sur Facebook, bah, essayer de repérer les heures et les jours peut-être où on arrive le plus à toucher les gens, qui peut être quelque chose d'intéressant. Identification des posts qui ont créé des pics aussi d'intérêt, ce qui a été impactant, ce qui l'a pas été, ce qui est passé inaperçu. Voilà, l'idée était d'avoir une vision globale. Catégorisation des publics aussi, qu'est-ce qui informe, qu'est-ce qui mobilise, qu'est-ce qui inspire, hein, parce que ça on reverra tout à l'heure, on est souvent le problème dans les posts, hein, c'est qu'on est souvent nous sur des posts événementiels. En fait, 80%, c'est ce qui a été sorti de l'étude, c'est que souvent nous en tant que collectivité, en fait, 80% des posts qu'on va mettre sur Facebook, c'est que de l'événementiel, quoi. En gros, on raconte rien, c'est juste pour dire à telle date on fait telle chose, mais jamais on raconte vraiment sur de l'action concrète, sur voilà des choses qui peuvent être plus pédagogiques, sur voilà sur des petites choses qui peuvent être mises en œuvre peut-être plus facilement et pour essayer de d'animer entre guillemets une communauté autour de ça, quoi. Et il y a aussi analyse aussi des textes, des formulations, parce que pareil, il y a aussi une importance dans la façon dont on formule les choses. Pareil, je vous repréciserai ça tout à l'heure. Donc, on a fait aussi des analyses de notre page web, hein, notre page. Donc, on a un site internet sur lequel il y a une page biodéchets où on a voilà les actions compostage qui sont dédiées dessus. L'idée étant de voir un peu, de faire une analyse aussi de cette page. Voilà, faire une analyse. Est-ce qu'on est bien référencé aussi quand on tape, je sais pas, compostage, pays des abers, est-ce qu'on trouve tout de suite notre page ou non? Voilà, c'est tout ce qui est audit SAO et puis voilà une petite synthèse. Et dernière chose qu'on a fait, c'est une analyse des prints, hein, du coup tout ce qu'on a décliné autour du compostage avec nos visuels. Voilà, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est un impact important, est-ce que c'est accessible, l'accessibilité, la visibilité des formats, est-ce qu'ils sont adaptés par rapport aux usages qu'on en fait. Voilà globalement ce qui a été fait au niveau de l'analyse de code. Tout ça en 2 mois, donc vous voyez, on peut faire très rapidement beaucoup de choses. Donc pour revenir un peu par rapport à ce qu'il y a à cette analyse, hein,
les préconisations qui nous ont été faites. Bon, déjà, c'est vrai qu'on a pas on a tendance à toujours travailler à chaud sans vraiment avoir une ligne éditoriale sur l'année. Donc ça, ils nous ont dit que c'était quelque chose qui était assez important, même si on a du format qui va venir au fur et à mesure, du contenu, des ventes de composteurs, des animations, etc. Il faut quand même travailler sur une ligne éditoriale sur le long terme pour permettre de se dire bah à telle période on va décliner ça. Enfin voilà, pour mettre des petites vidéos par exemple, des petites actions, des petites vidéos de promotion, des réels, etc., etc. C'est vraiment décliner une ligne éditoriale sur lequel on pourra se dire bah sur l'année déjà on va diffuser ça, 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 ce qui nous permettra aussi de créer en amont le contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est vraiment d'anticiper, de travailler en amont votre calendrier éditorial. Deuxième chose donc qui va être important pour nous, ça va être de diversifier les contenus. Donc on utilise, bah, comme je vous disais, on utilise vraiment des choses basiques. On va mettre une image en disant voilà, on fait une vente de composteur, mais en fait il faut travailler plus aussi sur des choses sur du réel. Ils nous ont dit beaucoup qui va être favorisé par l'algorithme, parce que le problème que quand vous mettez juste une affiche sur Facebook, en fait les algorithmes vont pas du tout mettre en avant votre action. Alors que si vous mettez une petite vidéo avec un réel ou voilà une petite personne qui parle, quelque chose où les gens voient une autre personne, là l'algorithme va mettre en avant votre publication. Donc ça, c'est que des choses qui sont importantes. Donc créer des carousels, pareil. On voit de plus enfin si vous allez sur Facebook, c'est vrai qu'on voit régulièrement des carousels qui passent. Enfin c'est plus sur pas Facebook, c'est Instagram, je pense, les carousels, si je dis pas de bêtises. Donc les carousels, il faut savoir que c'est des choses qui sont plus engageantes et qui génèrent voilà plus de temps de présence sur les posts, hein. Du coup, essayer de mettre en place des carousels, chose qu'on ne faisait pas du tout de notre côté. Essayer d'humaniser au maximum notre communication. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous a dit qu'il fallait vraiment, vraiment très, très important. En fait, on a besoin d'humaniser cette communication pour... en fait, il faut que les gens se projettent dans l'action du compost. Et en fait, il y a que, vu qu'on est toujours... Enfin, l'humain est vraiment dans le mimétisme, il faut vraiment qu'on travaille sur l'humanisation de notre communication et essayer de mettre au maximum des vraies personnes en face des actions, quoi. Essayer de faire des témoignages, voilà, mettre des images, vraiment des photos, des visuels de gens qui font les choses plutôt que un visuel plutôt graphique, quoi. Voilà, utiliser des stories pour créer du rythme, rappeler les événements. Donc ensuite, essayer d'enrichir le message. Des choses plus courtes, des choses qui sont impactantes. Voilà, ils nous ont mis quelques exemples. Le chiffre du jour, 40 kilos de biodéchets ménagers par an par habitant. Et derrière, mettre une action, par exemple, qui peut être associée, bah, comme voilà, comme François, composter vos déchets au jardin. Voilà, derrière, c'est simple, c'est court, c'est impactant. Voilà, faire ce genre de choses. Essayez aussi de mettre en avant le travail qui est réalisé au quotidien par les agents, qui peut être important, que ce soit, ça peut être sur les agents de collecte, mais ça peut être aussi, voilà, sur nous au niveau des biodéchets, comment on prépare une vente de composteur, comment ça, l'arrivée d'une livraison de vente de compost, par exemple, voilà, un stockage au centre technique, tout ce genre de choses. Essayer de voir un peu comment ça se passe nous en arrière sur les biodéchets. Travailler aussi sur des tips, hein, astuces du mois. Voilà, je mets du broyat pour un compost qui respire. Voilà, faire des petits tips. D'où l'intérêt aussi de travailler sur votre calendrier éditorial pour pouvoir intégrer ça et mettre en avant les réussites aussi des collectivités. Voilà, en fin d'année, c'est toujours bien de faire un bilan sur le nombre de tonnages valorisés, par exemple, grâce au compostage. Donc, je veux bien la slide suivante. Je me dépêche quand même. Donc préconisation page web, bon là je vous passe plus rapidement, c'est vrai que c'est un peu plus du technique. On est vraiment sur de la voilà, l'idée est optimiser le SEO. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on tape compostage Pays des Abers, en fait l'idée c'est qu'on trouve le plus rapidement possible notre page, qu'on trouve tout de suite le formulaire. Donc ça va être voilà travailler sur des titres, sur des descriptions, des méthodes de description, les structures, c'est de la structuration aussi de certaines choses qui va faire que Google Analytics va plus mettre en avant notre site internet qu'un autre site, un autre site. Donc voilà, ça va être des balisages aussi. Ils nous ont dit aussi que c'est intéressant de mettre des foires aux questions. Chose qu'on a un peu, mais qu'on met pas forcément en place. Mais voilà, les foires aux questions, ça permet aussi de faire apparaître plus facilement dans Google les pages Facebook et aussi mettre en avant votre site internet.
Bon, optimisation des images, pareil. Quand vous mettez des images, apparemment, voilà, l'idée est de les référencer au mieux en mettant des mots-clés dans le référencement de votre image. Bon, ça, voilà, c'est pareil, c'est du langage com. Renforcer aussi les backlinks. Donc là, en fait, l'idée étant qu'on n'a pas beaucoup de redirection de notre site internet sur d'autres pages internet. Donc c'est ça les backlinks. En gros, ce serait d'essayer d'avoir les communes, par exemple, qui aient notre site internet sur leur site internet. Voilà, l'idée étant d'avoir des liens présents un peu partout pour que ça permette de faire un effet rebond quand l'habitant, par exemple, va sur le site de la commune, se retrouve directement sur le site de la communauté de communes. Et aussi ajouter des contenus engageants pour que les gens aillent aussi sur notre site internet en mettant des vidéos, par exemple, ce genre de choses, des visuels plus humains, plus inspirants, et intégrer aussi des choses aussi plus. Je réserve mon composteur. C'est vrai qu'on a des titres qui sont pas toujours, enfin voilà, qui sont très basiques. Peut-être mettre plus quelque chose dans l'action, quoi. Donc voilà, retravailler Ouais. là-dessus. Les call to action, ils ont mis l'acronyme CTA. Mm. Ouais, voilà, cool to action. J'étais en train de Mm. réfléchir à ce que Les c'était, je ne appels, savais plus. ouais, les appels à l'action. Je te coupe Voilà. juste pour savoir, tous ces conseils, on est d'accord, c'est pas toi, c'est pas ton job de faire ça tout Ah seul. non, 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 Tu vas travailler non, avec non. toutes les équipes de ta collectivité. Voilà, en fait, l'idée étant de mettre en place voilà, ces actions-là en parallèle avec notre service de com. Nous, il y en a deux personnes en communication chez nous, bon, qui travaillent sur toute la ligne éditoriale de toute la Comcom, donc ils ont pas mal de travail. Et après, voilà, nous, on est en train de réfléchir à comment on va articuler ça. On sait très bien que demain, il va falloir faire plus de vidéos, plus de... Enfin, voilà, après, il faut peut-être qu'on monte aussi, nous, en compétences derrière. Euh, voilà, après, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire en tant que enfin moi en tant que chargé de mission biodéchets, faire des vidéos c'est pas trop mon travail habituel, mais je sais que enfin voilà il va falloir faire des choses pour. Je pense que c'est voilà on est maintenant on est en 2025 et on sait très bien que les réseaux sociaux c'est quand même une obligation. Voilà on consomme quand même beaucoup d'images. Et après pour finir à renforcer tout ce qui est visibilité, c'était sur les prints aussi. On a eu une analyse de tout ce qu'on a sorti un peu en visuel. Voilà, les préconisations qui nous ont été faites, c'était de toucher et d'engager grâce à des visuels incarnés. Donc, essayez, comme je vous disais, toujours d'incarner au maximum vos communications, mettre une personne, mettre un habitant en avant, mettre une photo, voilà, d'une vraie personne pour que les gens puissent s'identifier aussi à ce qui est vu. Voilà, des réels, même retravaillés, hein, mais et avec des choses comme Anna Ozan, compost à Plouvien. Voilà, vous voyez, David, habitant de Plougarneau, a réduit de 40 kilos ses déchets en un an, etc., etc. Essayez vraiment d'humaniser au maximum la communication. Essayez aussi de travailler sur des choses, des punchlines qui sont plus impactantes, parce que c'est vrai que, bah, comme je disais, les gens consomment énormément de visuels, énormément de vidéos, énormément de d'actu, etc. Et en fait, ce qui va capter l'attention des gens aussi, c'est d'avoir quelque chose qui soit voilà, qui soit visuel tout de suite et qui soit vraiment impactant. Donc, par exemple, plutôt que de mettre inauguration d'une aire de compostage, si vos éplucheurs faisaient le show, par exemple, enfin voilà, essayez d'avoir des choses où les gens, ça les interpelle et ils s'arrêtent et ils lisent quand même un petit peu ce qui est noté en dessous. Et après, il y a un gros travail aussi à faire avec les nudges, hein. Je vais pas, voilà, c'est assez, enfin c'est pas que c'est compliqué, mais les nudges, voilà, il y a des travails en essayant vraiment de travailler sur l'influence des comportements des gens. Pour ceux qui connaissent les nudges, hein, essayez de les utiliser au maximum pour dans nos communications, dans nos prints, quoi, dans ce qu'on va sortir par la suite, quoi. En essayant d'avoir vraiment cette réflexion de pourquoi j'utilise telle phrase et comment je fais pour impacter et toucher les gens. Voilà, voilà globalement ce qui nous a été préconisé. L'idée étant voilà de pouvoir mettre ça en place sur l'année 2026 et puis voilà, espérons que ça puisse inspirer certains d'entre vous dans vos actions de com aussi. Pour essayer d'élargir le champ des gens touchés par la thématique, quoi. Super, merci pour cette analyse à chaud, parce que vous venez de le recevoir en plus. Merci d'avoir fait Ouais, ouais, ça a ce été petit terminé travail. là récemment, voilà. Donc bon. Super. Donc, on peut se donner rendez-vous l'année prochaine pour voir comment, Comment on a comment mis vous ça avez en œuvre. réussi. Ouais, ouais, carrément. Bravo, merci beaucoup, Hugues. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible. Vous pourrez me contacter aussi, hein, il n'y a pas
pas de problème si vous voulez qu'on échange plus précisément un peu sur ce qui a été fait. C'est vrai que là, j'ai balayé rapidement enfin vraiment sur l'analyse et les précaux. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a peut-être d'autres choses aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi. Merci beaucoup. Alors, pour terminer notre webinaire avec tous ces sujets qui sont complémentaires et voilà, on pourrait parler d'heures, hein, des heures avec toi aussi de communication. Je te laisse la parole, Manon, pour que tu nous racontes ce que vous avez fait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que là, je partage ton PDF. Oui, alors bonjour, moi c'est Manon Moreau, donc je travaille pour le Trivalis, donc c'est le syndicat de traitement de déchets des Vendéens en Vendée. L'idée c'est effectivement là il y a une enquête que je vais vous présenter qui a été réalisée en 2022 par un collègue qui était à Trivalis précédemment et moi pour savoir juste simplement quel était l'état des lieux de la pratique du compostage individuel en Vendée parce qu'effectivement, fait quand même, comme dans beaucoup d'endroits, 15-20 ans, voire même plus, qu'il y a des composteurs individuels qui sont distribués. Mais pour autant, on savait pas, en tout cas à ce moment-là, à quel point est-ce qu'ils étaient utilisés, est-ce que les données étaient à jour aussi. Donc, on est parti sur une enquête sur l'ensemble du département. Alors, il y a une petite nuance, c'est pas l'ensemble du département à proprement parler, bien sûr, on n'est pas allé sonder l'ensemble des personnes, mais on a sélectionné des communes par collectivité. Donc ça faisait en gros une commune par collectivité. Et puis donc on a dû sonder à peu près 18 communes au total à deux agents donc pendant 8 mois, entre février et octobre 2022. Vous avez fait Donc du porte-à-porte, hein, c'est ça? on a fait du porte-à-porte, effectivement. Alors, on avait un questionnaire qui était assez long d'ailleurs, qui avait été dressé pour un peu identifier les pratiques du compostage quand il y en avait. Et quand on n'avait pas, pourquoi, on essayait d'un peu d'identifier les causes du fait que les gens ne compostaient pas. Donc tout ça dans le but finalement d'anticiper les éventuels besoins en termes d'accompagnement au niveau des collectivités, parce qu'à ce moment-là, en 2022, toutes les collectivités n'étaient pas non plus pourvues. Déjà entre elles, il y avait des inégalités en termes de moyens humains. Et puis, comme à Trivalis, voilà, il y avait des agents dont je faisais partie, du coup, qui étaient embauchés pour venir en appui aux collectivités, les accompagner sur ce volet compostage. Et bien, du coup, cette étude permettait d'apporter des éléments par rapport à cet accompagnement potentiel. Et en vue également, forcément, du généralisation du tri à la source au 1er janvier 2024. Voilà. Donc globalement, les, comment dire, les objectifs de l'enquête, c'était vraiment ceci, hein, c'était d'identifier les freins et les leviers au compostage aussi, de mettre en évidence donc ces besoins d'accompagnement humain donc et matériel aussi. Et puis ensuite d'aiguiller face au retour des usagers qui est interrogé, d'aiguiller la communication justement. Donc ça fait le lien avec ce qui a été dit précédemment aussi. Donc la communication notamment par rapport aux pratiques sur le compostage individuel. Et puis, euh, et puis voilà, c'est ce qui a permis c'est ce qui a constitué vraiment l'ossature de l'enquête. Donc finalement, alors je ne sais pas si tu peux revenir sur le visuel, Charlotte, l'exposé. Alors je ne le vois pas. Est-ce que tu peux partager le visuel, Charlotte? Il est déjà partagé? Ah oui, d'accord. Ok. Donc effectivement, donc l'enquête, elle a eu lieu pendant ces mois-ci. Donc l'idée, donc on est parti, on a interrogé 3500 personnes à peu près. Il y avait aussi une question de représentativité. Donc, dans chaque commune, on a divisé un petit peu par secteur chacune des communes. Donc, le centre-bourg. Ensuite, tout ce qui va être plutôt le côté pavillonnaire, donc notamment les lotissements. Et ensuite, tout ce qui va être aussi en extérieur, euh, tout ce qui va être plutôt vraiment périphérie de la commune, pour avoir une certaine représentativité aussi de l'échantillonnage. Voilà, ça a permis un petit peu de sonder et puis de faire vraiment un bilan par rapport à ça.
Et tu as même réussi à avoir des résidences secondaires, c'est ça, hein? C'est ça. Alors l'idée justement, c'est que c'est la particularité aussi du département, il y a quand même la frange littorale. Donc qui va c'était un peu l'idée aussi de cet état des lieux, c'était de voir dans quelle mesure l'aspect littoral pouvait jouer aussi sur la pratique du compostage en raison effectivement de la part des résidences secondaires qui est assez importante par exemple, sur une collectivité littorale, il était à peu près aux 2 tiers de résidences secondaires en termes de part d'habitation sur l'ensemble de la commune, donc c'est énorme. Après, il y a aussi les résidents qui vont être en résidence secondaire 6 mois de l'année. Certains, ils vont être seulement là 2 semaines. Donc là aussi, ça va jouer sur la production même de biodéchets également. Et puis, on sait que forcément, les personnes qui viennent aussi en saison, bah, elles ont tendance aussi, ces foyers-là, en tout cas, ont tendance à inviter des personnes. Et donc, ils sont pas simplement deux par foyer à ce moment-là. Donc, ça va aussi jouer sur vraiment la production de biodéchets. Euh, donc voilà, ça nous a permis d'avoir vraiment un bilan de cette enquête-là par commune après, qu'on a extrapolé sur la collectivité, mais ça permettait aussi d'être représentatif malgré tout. Mm. Et donc on a fait 2 profils. Il y avait les profils des compostants et des non-compostants. Donc le questionnaire était plus ou moins long selon les personnes, les personnes selon la pratique des personnes finalement, s'il y avait des compostants ou pas. Et puis, donc ça a permis aussi de savoir, donc, pour les compostants, quels étaient leurs gestes du compostage. Déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'ils compostaient? Donc, quelles sont les raisons qui vont pousser les gens à composter? Donc, finalement, c'était souvent pour, on essayait de pas trop de pas trop orienter nos questions également, hein, pour avoir un peu plus d'être le plus, de pas orienter les questions, tout simplement, de pas influencer. Et donc, généralement, les personnes, c'était quand même pour réduire les odeurs dans les poubelles, par exemple, parce que la partie organique, c'est vrai que c'est ce qui va générer des odeurs. C'est souvent aussi l'argument avancé par les personnes. C'était des personnes qui habitaient d'ailleurs en milieu davantage rural, où les parcelles étaient plus grandes. C'était une question qu'on posait aussi pour savoir dans quelle mesure la superficie de l'espace vert va influencer la pratique du compostage. Donc certains utilisaient du compost pour le potager. Donc c'était un peu une idée reçue aussi qu'on voulait vérifier est-ce que les personnes compostent pour obtenir du compost dans le but de l'utiliser sur un potager, ou alors est-ce que non, les personnes compostaient également, même si elles n'utilisaient pas le compost dans un potager, néanmoins elles pouvaient quand même l'utiliser sur le terrain. Donc dans cette enquête, il y avait le volet vraiment euh, déchets de cuisine et de table, mais aussi le volet gestion des déchets verts. Donc c'était un peu ça qu'on voulait savoir à travers cette pratique du compostage individuel. C'était de savoir si les personnes se rendaient facilement en déchetterie pour gérer leurs déchets verts, ou bien si elles les valorisaient sur place, soit en paillage, voilà, c'était complémentaire, soit en compostage également. Donc ça permettait de recouper avec aussi les pratiques du compostage, de savoir si les personnes mettaient de la matière sèche, par exemple, dans leur composteur individuel, parce que ça s'est vérifié effectivement sans grande surprise, les composteurs individuels, la majorité qui étaient utilisés, il n'y avait par exemple pas forcément de brassage effectué ou euh, de, de matière sèche de rajouter. Et pour autant, ça se passait relativement bien, en tout cas, de ce que nous ont dit les personnes, parce que, encore une fois, ce type de compostage-là se faisait surtout dans des parcelles assez grandes. Et donc, si nuisance il y avait, les gens ne se rendaient pas forcément compte parce que c'était le tas de compost au fond du jardin. Et c'était pas nécessairement dans un composteur. D'ailleurs, c'est ça qu'on voulait voir aussi à travers la pratique du compostage, donc le taux d'équipement en composteur individuel par les collectivités. Donc, on l'a croisé un petit peu avec le fait de composter quand même, puisqu'effectivement, il y a des personnes, même si elles ne compostaient pas avec un composteur, c'est pas pour autant qu'elles ne compostaient pas tout court. Donc, le compostage pouvait se faire sous d'autres formes. Ça pouvait être du compostage en tas, par exemple, ou de surface, ou alors un composteur bricolé aussi. Il y avait pas mal de composteurs qui étaient faits, ou le fameux trou aussi creusé au fond du jardin. Ça aussi, on en a vu pas mal. Après, la pratique était là. Les gens avaient une solution pour trier leurs biodéchets malgré tout. Il y avait également les poules.
c'est vrai que bah, en milieu rural également, les personnes étaient quand même avaient pour certains des poules, ce qui leur permettait de valoriser une grande partie de leurs biodéchets. Donc rien n'allait à la poubelle, en tout cas pour les régions, enfin les communes les plus rurales, on va dire. Mm. Donc voilà. Et après, à travers les questions qu'on posait sur les pratiques du compostage, c'était de savoir si les gens éprouvaient des difficultés au compostage ou pas. Et bien sûr, on reliait cette question-là au fait de la pratique en elle-même du compostage, à savoir s'il y avait les fameux gestes de bonne pratique, entre guillemets, c'est-à-dire le brassage, le rajout de matière sèche, et en cas d'absence de ces pratiques-là, est-ce qu'il y avait des difficultés évoquées par les usagers ou non? C'est-à-dire, bon, bah, voilà, les rongeurs, les mauvaises odeurs, les moucherons, etc. Donc, c'était de voir un petit peu, de faire un état des lieux à ce niveau-là aussi. Donc, et après, c'est vrai que le questionnaire se basait vraiment sur l'état des lieux du compostage individuel, mais avec une ouverture vers le compostage collectif. C'est-à-dire qu'on a rencontré des personnes qui ne compostaient pas. Et puis on leur a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne compostez pas? Alors, principalement, c'était quand même le manque de place. C'était principalement aussi pour peut-être une mésinformation parfois par rapport aux craintes de nuisibles, de mauvaises odeurs, etc. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait eu ça qui était rentré, qui s'est quand même vérifié à travers cette enquête. Et donc, l'idée était de savoir, est-ce qu'il y aurait une autre solution serait prêt dont ils seraient prêts à se servir pour valoriser ces biodéchets-là. Donc, on leur a posé la question de savoir, est-ce que du compostage collectif, si le composteur se trouvait à moins de telle distance de chez vous, est-ce que vous seriez prêt à composter? Et donc là, on a eu quand même des personnes qui s'étaient montrées volontaires. Alors, la question était un peu floue parce qu'il y avait pas, l'enquête ne répondait pas à un projet de compostage partagé en tant que tel. Donc évidemment, pour les personnes, c'était peut-être un peu difficile de se projeter, mais en tout cas, ça donnait quand même une idée de le, ce que les gens pouvaient faire malgré tout étaient prêts à faire en tout cas pour trier leurs biodéchets. Donc voilà, cette enquête a servi quand même à retracer un petit peu tout ça. On a encore un peu de temps? Mhm. Oui, d'accord. Oui, ça Donc fait. après, c'est une enquête, donc comme toute enquête, il y a des biais aussi hein, par rapport à la façon dont on pose les questions, à l'ordre dans lequel on pose les Mm. questions. Les heures, on a essayé d'adapter nos heures aussi pour essayer d'avoir les personnes, par exemple, sur la pause du midi, Mm. ou d'avoir les personnes le soir aussi pour avoir plus d'actifs, entre guillemets, parce qu'on sait bien que les personnes qu'on va rencontrer en journée, ce sera davantage des personnes retraitées ou peut-être aussi des assistantes maternelles, par exemple, mais aussi davantage des gens en télétravail, ça pouvait aussi arriver. Mais voilà, on est un petit peu en train d'avoir une représentativité, enfin de rechercher une représentativité par rapport à cet échantillonnage de personnes interrogées. Euh, Il est déjà 11h05. oui, Je me demandais, peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais dire ce que vous avez fait de cette enquête après, vous, à Trivalis? oui. Comment ça vous a été utile? Alors justement, donc il y a eu on a eu des rendez-vous forcément avec les collectivités pour leur communiquer le bilan. Certaines collectivités, bon, n'étaient pas très étonnées des résultats parce que bah, elle connaît aussi chaque collectivité connaît son territoire, mais ça a quand même permis de cibler justement sur certaines collectivités, en particulier sur le littoral. Il y a eu depuis des sites de compostage partagés qui ont été mis en place en complément. Et je dis bien en complément du compostage individuel. Le but n'était pas, bien sûr, de faire enfin, de, de ramener des gens qui faisaient déjà du C'est bon, ça recapte. On a été coupé. C'était moi. Euh, C'était moi, hein. Ah, peut-être. Mm. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
On t'entend. Ah, ça coupe encore. Non, c'est bon. Vous nous dire un mot de la fin? Oui, voilà. Donc, Je pense que c'est Zoom, hein. Je pense que c'est Zoom. Il y a des peut-être, problèmes sur le peut-être, cloud d'Amazon. Ouais. effectivement. Mm. Donc voilà, l'idée c'est que donc il y a eu deux nouvelles personnes aussi qui ont été recrutées à Trivalis pour via des contrats ADEME pour justement venir en appui de la collectivité au vu de cette enquête, des résultats de l'enquête et puis des moyens humains et matériels qui étaient répartis aussi différemment, enfin on va dire inéquitablement sur le territoire. Donc l'idée aussi c'était qu'on puisse les accompagner de manière équitable. Les collectivités, certaines en interne, avaient davantage de moyens humains et financiers que d'autres. Et donc, l'idée, c'était que nous, on vienne combler ce manque-là en les accompagnant sur le terrain. Voilà. Et donc, à travers, par exemple, des ateliers de sensibilisation sur le compostage individuel, et puis aussi, ben, plus tard, de développer le compostage partagé pour les personnes qui n'auraient pas de solution qui leur conviennent, en tout cas, au niveau du compostage individuel. En fait, l'enquête a permis d'avoir une vision globale qui vous a ensuite permis de prendre des décisions, quoi. C'est ça, ça a permis de Mm. prendre un recul. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'enquête comme ça. Si, il y en avait une réalisée en 2009, une enquête sur le compostage individuel en Vendée, mais elle n'était pas aussi importante en termes de nombre de personnes interrogées. Et puis ça permettait de remettre un petit peu à plat les informations aussi et de voir si, encore une fois, si le fait d'avoir un composteur, déjà, est-ce que les gens veulent un composteur utilisé? Pour le compostage, parce qu'il peut être utilisé pour d'autres choses, mais voilà, c'est à savoir si l'usage premier n'était pas détourné et si finalement il y avait les bonnes pratiques d'appliquer. Et donc après, ça permettait d'orienter la communication des collectivités par rapport à tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est rigolo parce qu'on a fait ce webinaire dans ce sens-là, mais en Oui, fait, c'est dans la vraie vie, c'est dans l'autre sens. En fait, on commence par connaître son territoire pour ensuite mettre en place des actions de communication. Et puis, comme ce que disait Jean-Marie, de voir tout ça comme une stratégie globale en fait territoriale. Et, euh, et donc, c'est rigolo parce on finit par toi qui est en fait le tout début du travail, quoi. Mais c'est bien. C'est super. Merci beaucoup pour tous ces enseignements. On va recevoir. Je vais vous envoyer de toute façon tous les comptes rendus, tous les PDF et tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai noté plein de choses qui ressortent. C'est très intéressant. Il y a plein de conseils que nous aussi on peut s'appliquer à nous, hein, au RCC, notamment pour la communication. Donc c'est super. Je ne sais pas si il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup pour pour toutes vos interventions. Je vais couper l'enregistrement et on va pouvoir se dire au revoir. On a essayé de tenir les délais, c'était pas facile. On a envie de se dire plein de choses.